Est-ce que la ministre de la Condition féminine peut se lever et regarder droit dans les yeux les femmes et les jeunes filles qui seront éventuellement touchées par ce projet de loi et leur dire, avec la même indifférence que son premier ministre, qu'il y a d'autres emplois de disponibles? Ça vise autant les femmes que les hommes. C'est le port de signes religieux qui est interdit. Il y a un consensus au Québec pour aller de l'avant là-dessus. Ça fait depuis 2013 que la position de la CAQ, elle est connue. Alors, ce projet de loi sur la laïcité est-il raisonnable, nécessaire ou va-t-il trop loin, comme le laissent entendre des opposants? Hier, on s'est entretenu avec le sociologue Gérard Bouchard, qui a signé le rapport de la commission de consultation sur les accommodements avec Charles Taylor. Monsieur Bouchard défend toujours le consensus établi alors sur l'interdiction de port des signes religieux sur les personnes en autorité, mais une autorité de coercition. Monsieur Taylor le dénonce. Alors, ce soir, nous accueillons Mme Julie Latour, elle est avocate, membre des juristes pour la laïcité, féministe, qui a signé au fil des années plusieurs textes plaidant pour la laïcité. Elle défend le projet de loi. Elle est aussi l'ancienne bâtonnière de Montréal. Elle a été membre du CA du Conseil du statut de la femme. Madame Latour, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors bienvenue d'être avec nous. Votre réaction à toutes ces réactions que l'on entend depuis cette fameuse déclaration du maire Steinberg et qui est parfois dénoncée par la classe politique, mais qu'en fait le maire réaffirme. Mais la déclaration du maire Steinberg, d'une part, ce qui est fort inquiétant, c'est qu'on remarque des clips qu'il la prononce à partir d'un écrit. Alors, c'est pas quelque chose qui est arrivé spontanément, là, c'est mûrement réfléchi de faire une affirmation qui est aussi éhontée par rapport à la nature du projet de loi. Et si le maire Steinberg prêche pour l'ouverture et la tolérance, certainement, c'est le contraire dont il fait preuve. Et là, on voit qu'unanimement, d'une certaine manière, ça me réconforte de voir que tant le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, le premier ministre du Québec et nombre d'autres élus condamnent ce qui est une exagération sans borne par rapport aux enjeux véritables du débat. Mais pourquoi vous le défendez, ce projet de loi qui, faut-il le rappeler, soulève beaucoup d'opposition dans certains milieux? Manif la semaine dernière, il y en aura d'autres dimanche, y compris par des femmes juristes. Là. Pourquoi vous le défendez, ce projet de loi? C'est un projet de loi qui est très important, que l'on attend de longue date, qui, par son libellé, le projet de loi 21, il est à la fois sobre et substantif, modéré et efficace, et il est le reflet d'un État mature qui agit pour préserver le bien commun et qui est l'aboutissement d'un long processus. Alors, c'est vraiment nécessaire, c'est le rôle de l'État d'équilibrer, de procéder à une mise en équilibre entre les différents droits fondamentaux, et c'est ce qui est fait en l'instance. Et vous savez, si le maire Steinberg s'en va en Israël, il pourrait peut-être s'entretenir avec l'ancien juge en chef de la Cour suprême d'Israël, Aaron Barak. Je ne pense pas qu'on puisse le qualifier de raciste ou xénophobe, qui a développé une importante théorie en droit constitutionnel qui dit justement qu'il y a une différence entre la portée constitutionnelle d'un droit, comment il est affirmé dans la Charte, et comment on peut le restreindre dans une loi. Mais est-ce que vous diriez qu'Israël est quand même... Je ne veux pas qu'on sorte de notre projet de loi ici pour aller en Israël. On va rester au Québec. Non, mais est-ce qu'Israël n'est pas un État religieux? Est-ce que je me trompe? Bien, c'est au-delà, oui, mais c'est que cette théorie, elle s'applique à toutes les chartes des droits, et elle dit que cette mise en équilibre, elle est très importante entre le droit pur, parce qu'on aspire, et le droit fondamental tel qu'il est appliqué. Alors, vous dites qu'il est modéré, le projet de loi. Je vais vous faire entendre Gérard Bouchard hier, parce que le procédé d'une entrevue, quand il y a des pour et des contre, c'est de soumettre à l'un les arguments contre, et avec vous ce soir, je vous soumets les autres arguments, dans une perspective d'équilibre, évidemment. Alors, on va écouter Gérard Bouchard hier, pour qui ce projet de loi est plutôt radical. On l'écoute. Ce projet, d'une certaine manière, me paraît radical. Il me semble qu'au Québec, on n'est pas une société comme ça. On est une société qui est soucieuse de compromis, de débat, il me semble qu'on est plus sensible que ça. C'est contraire à notre culture politique. Alors, M. Bouchard, dénonce ce projet de loi-là. Et parmi ceux qui dénoncent le projet de loi, au-delà du consensus de M. Bouchard, là, certains universitaires qui ont signé un texte disaient que ça valide des préjugés, que c'est un projet discriminatoire. Des gens qui sont allés beaucoup plus loin ont dit en manif
manifestation dimanche que c'était vraiment xénophobe, islamophobe, antisémite. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Moi, je suis très soucieuse des droits et libertés et c'est pourquoi je milite pour la laïcité. Et qu'est-ce que c'est la laïcité? C'est le fait que, et grâce à ce projet de loi, on va clarifier les eaux sulfureuses que mentionnait Gérard Bouchard, parce que avec l'avènement des sociétés pluralistes, la laïcité, c'est le socle d'un État pluraliste qui permet à toutes les convictions religieuses et à la liberté de conscience de s'exprimer. Et donc, dans nos démocraties modernes, et c'est récent dans l'histoire, l'État doit accepter le pluralisme religieux, mais réciproquement, le religieux doit s'ouvrir à l'altérité. Et nos chartes des droits, d'ailleurs, qui sont invoquées, c'est cet idéal rationnel laïque. Et donc, c'est le socle de la liberté de conscience et de religion. Et c'est très important. La Cour suprême du Canada elle-même a dit que la neutralité de l'État, c'est un impératif démocratique. Et elle a soulevé le fait qu'il n'existe pas de définition de la neutralité religieuse de l'État, ni dans la Charte québécoise, ni dans la Charte canadienne, dans le dossier sur la prière au Saguenay. Et dans une décision qui a été rendue il y a 10 jours, la TELUS Communication, la Cour suprême a dit elle-même, le choix des politiques dans une démocratie parlementaire demeure la responsabilité des législateurs et non celle des tribunaux. Ouais. Alors, c'est ce que le gouvernement fait. Oui, alors on va y revenir à ce que le gouvernement fait. Notamment, on va parler de la clause dérogatoire et le fait qu'on l'adopte maintenant. Ce projet de loi est basé sur un principe discriminatoire qui est le profilage des individus sur la base de la religion. Ces gens-là disent, écoutez, l'État, oui, peut être neutre, mais les individus, ce ne sont pas l'État. Alors, il est là le décalage, en fait, dans des perceptions des analystes. Alors, il y a 2 points principaux au projet de loi. D'une part, d'affirmer la laïcité de l'État et ses principes fondateurs. Et ensuite, cette exigence. Alors, les tribunaux, la Cour suprême elle-même a dit que la neutralité de l'État devait être réelle et apparente et que l'État s'incarne dans ses représentants qui, lorsqu'ils professent, adoptent ou favorisent une religion au détriment d'une autre, font entorse. Alors, c'est très noble d'œuvrer pour l'État dans une société qui est pluraliste. Vous savez, lorsqu'on est croyant, on croit à plus grand que soi, Dieu. Lorsqu'on est citoyen, a fortiori quand on œuvre pour l'État, on doit croire à plus grand que soi, qui est le bien commun. Évidemment, le consensus Bouchard-TELUS, c'était les personnes en autorité de coercition. On doit s'arrêter pour la pause, mais après, on va réagir à ce que Mme David disait à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais la question, pourquoi donc inclure maintenant les enseignants, ce qui est vu comme une mesure d'exclusion par les opposants? Alors, restez avec nous, on poursuit la conversation après la pause. Mon invité ce soir est la juriste Julie Latour, qui défend le projet de loi, qui le trouve essentiel. Madame Latour, avant la pause, je lançais la question, pourquoi les enseignants? Hier, on avait M. Bouchard qui défendait encore son consensus, qui constate que le projet de loi est radical. Mais pourquoi les enseignants? En quoi ils exercent une autorité? Les enseignants, d'une part, le Québec ayant déconfessionnalisé ses commissions scolaires, alors les Québécois ont collectivement renoncé à des droits constitutionnels d'avoir une éducation publique chrétienne, catholique ou protestante, et que le visage soit neutre. Vous savez, Albert Camus, l'écrivain, disait l'école doit être le lieu où l'on enseigne que le savoir universel partagé par tous, ce qui n'est pas le cas du religieux. Et un professeur ne peut pas arriver en classe aujourd'hui avec un chandail « Dieu n'existe pas ». Alors, la réciproque, cette autorité, elle est celle d'ouvrir à la liberté aussi, parce que c'est le rôle de l'État de nous permettre de nous émanciper de notre famille et de notre communauté. Écoutons ce que M. Bouchard nous disait là-dessus hier. On entend souvent, à propos du hijab, on entend dire que les femmes qui le portent font du prosélytisme auprès des élèves, que le seul fait de porter le hijab est une forme d'endoctrinement, que le port du hijab et des autres signes religieux peut traumatiser les élèves. Mais rien de tout cela n'a été prouvé. Et à ma connaissance, il n'y a même jamais eu d'études qui ont été faites pour appuyer des assertions comme celle-là.
Et M. Barrette, Jolin Barrette, on l'a vu, questionné par les journalistes aujourd'hui en début d'émission. Là, quand on insistait là-dessus, les journalistes, ils se sauvaient un petit peu. Là. Alors, est-ce que c'est un argument, n'est-ce pas un argument valable de la part de M. Bouchard? Mais Gérard Bouchard a reconnu lors de votre entretien que pour les juges et les policiers, c'était nécessaire cette neutralité pour la confiance. C'est le même principe qui s'applique. Je vous dirais que l'étude s'appelle le bon sens. C'est la neutralité réelle et apparente qui est déjà établie par les tribunaux. Mais j'ai été également extrêmement étonnée d'entendre Gérard Bouchard dire qu'il ne voyait pas d'objectif urgent et réel au projet de loi, alors que c'est lui-même, j'avais l'impression de rêver, qui a coprésidé la commission créée en 2007, qui a sillonné le Québec, qui a coûté des millions, qui a tenu des audiences partout à travers le Québec, qui était une commission nationale. Alors pourquoi a-t-il accepté s'il n'y voyait pas un enjeu? Et parlant de Bouchard-Taylor, j'aimerais aussi mentionner, dans le cas de Charles Taylor, que l'on voit partout et qui s'érige comme un parangon de vertu, c'est étonnant que l'on n'entende pas davantage le fait que, peu de temps avant le début des audiences de la commission, il a reçu à titre personnel la bourse Templeton de 1,5 million de dollars US, une bourse qui remercie cette fondation, sert à disséminer le fait religieux dans le monde. À mon sens, alors, d'une part, vous savez, dans les cours d'anglais, on apprenait « My Taylor is rich ». Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Non, mais je vais vous arrêter, là. Je vais vous arrêter. Au niveau de l'impartialité de la commission, ça jette sur les travaux. Je pense que c'est un élément qui est extrêmement important. Mais revenons quand même au projet de loi. C'est ça qui est en cause. M. Taylor est un philosophe. Il a reçu cette bourse. Vous en parlez publiquement. Mais revenons. D'abord, il renie maintenant, de toute façon, le consensus. Sur la question des personnes en autorité de coercition, ce que les gens disent, en fait, c'est qu'il y a un pouvoir de coercion. On prive les gens de liberté. Un enseignant ne prive personne de liberté. Alors, est-ce que le gouvernement a le fardeau de la preuve là-dessus? Mais la liberté intellectuelle, c'est une liberté. La liberté d'apprendre, la liberté de pouvoir devenir qui l'on veut être dans la vie. Et surtout, je répète, l'interdiction des signes religieux, c'est une exigence, c'est le corollaire de la liberté de religion et de conscience, parce que la religion n'est pas innée comme l'appartenance ethnique ou autre, et tous les citoyens doivent pouvoir se reconnaître dans l'État, et chaque État selon sa trajectoire historique. Ici, il y a eu beaucoup de cheminements qui ont été faits par tous les Québécois. Parlons de la clause dérogatoire, une disposition que le gouvernement a choisi d'adopter ou d'inclure maintenant dans son projet de loi, avant même que ne soient contestées devant les tribunaux les nouvelles restrictions. Par exemple, l'interdiction du port de signes religieux. Puis il y a aussi cette clause grand-père qui, certains disent que ça crée deux classes d'enseignants. Alors, cette clause dérogatoire, elle prive les citoyens de tout recours devant les tribunaux. Et en cela, les gens disent que c'est complètement illégitime de l'adopter. Mais la clause dérogatoire fait partie intégrante de la Charte des droits et libertés et de la Charte canadienne, dans les deux cas, suite à des négociations qui ont eu... Alors, il n'y a pas d'article ONI ou autre. Et Jean Chrétien lui-même, qui était ministre de la Justice à l'époque, dans une conférence en 2012 pour les 35 ans de la Charte canadienne, disait... La Charte canadienne, pourquoi elle est vue comme un modèle dans le monde? Parce qu'elle est le résultat d'un équilibre parfait entre le pouvoir politique et judiciaire. Et d'où vient cet équilibre? De la clause dérogatoire. Alors, et le fait que certains opposants disent qu'il n'y a pas de problème concret à régler, il n'y a pas de problème réel, il n'y a pas d'urgence à régler maintenant en adoptant cette clause-là. Est-ce que le gouvernement n'a pas ici, encore une fois, le fardeau de la preuve? Mais le but de la clause de dérogatoire, en l'instance, après 12 ans de débat et de réflexion, c'est que nous ayons une paix sociale, d'abord et avant tout, de mettre un terme aux hostilités, d'avancer ensemble vers un avenir collectif partagé. Et ensuite, le gouvernement se soumet à l'électorat. C'est absolument démocratique. Et je pense que cette question aussi, tout le projet de loi 21 pose l'enjeu de quel Canada nous voulons et comment nous pouvons avancer ensemble avec nos différences, puisque si le Canada prêche tellement pour la diversité, pourquoi n'accepte-t-il pas celle du Québec? Dans les manifestations, dimanche, on entendait des femmes dire que ce projet de loi mettait en danger la vie des musulmanes, que dans les CLSC, les femmes ne pourraient plus travailler. Que répondez-vous à ça? Mais c'est un code vestimentaire. Alors, comme vous savez, nombre de corps d'emploi visés portent déjà un uniforme. Hein? Tout est dans le mot uniforme. Alors,
Là, on ajoute au code vestimentaire, on n'exclut personne, c'est les conditions, mais nos droits et libertés ne sont pas absolus. Et surtout, là, il y a une fin sociétale qui est d'avoir un État qui est véritablement neutre, de sorte que la liberté de conscience de tous et de religion soit protégée. Alors, vous avez entendu Mme David, peut-être en extrait, ça s'est passé à l'Assemblée nationale, regarder dans les yeux, dire à quelqu'un qu'elle ne pourra pas avoir d'emploi et que donc ce projet de loi est un projet d'exclusion. C'est un projet de loi qui, au contraire, va nous donner des balises et va nous permettre c'est un instrument de prévisibilité parce que, je le redis, il y a une fraternité citoyenne quand on vit en société et c'est cette prestation-là. Et toutes les religions sont égales par rapport à la laïcité. Et vous savez, on parle de s'ouvrir à la diversité, mais c'est à chacun de le faire. Et on a une diversité, pas juste entre les individus, mais en soi-même. Mais s'il y avait ici une étudiante au bac en pédagogie qui porte le voile, qui ne pourrait pas travailler avec ce projet de loi-là, que lui diriez-vous? Parce qu'elle se sent victime de discrimination, elle se sent exclue, elle se sent mise à l'écart par la société. Je lui dirais que c'est très noble la fonction qu'elle aura parce qu'elle sera la dépositaire de l'aspiration à l'égalité de tous les citoyens. Alors, personne n'est exclu. Et la laïcité se bâtit, c'est à tous d'y contribuer. Mais de 9h à 5h, vous savez, la foi ne se prouve pas, elle s'éprouve. Madame Latour, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On sait très bien, 24/60, qu'on aura d'autres occasions de s'en parler, de tous les points de vue sur ce projet de loi, qu'il faut bien le reconnaître, enflamme actuellement les passions. Mais nous fait avancer comme société. Oui, mais vous parlez de paix sociale, mais elle est un peu perturbée, là, non? Mais ensuite, vous savez, c'est comme les grands débats de société, peine de mort, avortement, mais là, c'est le débat d'une société pluraliste qui veut avancer. Merci beaucoup, Madame Latour. Je vous remercie, au revoir. Merci, au revoir.